qui couvre aussi bien des pays de l'Afrique centrale que de l'Afrique de l'Ouest majoritairement. D'abord parce que c'est une réalité politique, économique, sociologique, complexe, dans tous les cas, complexe et en pleine mutation. Et pour un journaliste, c'est très intéressant. Bon, je ne voulais pas trop m'attarder sur l'aspect économique parce que je pensais qu'il y aurait une collègue, une intervenante qui évoquerait ce problème. Parce que très souvent, les marchés économiques fondent l'intérêt médiatique. Or, l'Afrique connaît un boom économique, même dans les pays qui sont dépourvus de ressources naturelles, surtout, diraient certains, dans ces pays-là, qui sont dépourvus de ressources naturelles, en ce qu'ils seraient en dehors de la convoitise de certaines puissances occidentales, ce qui favoriserait leur développement. Alors, c'est une réalité complexe sur le plan politique. Cette mutation politique, c'est tout ce qui se passe au niveau politique en Afrique, c'est très intéressant pour un journaliste. Pourquoi? Parce que ça ouvre le champ des couvertures actuelles, classiques, mais également aux couvertures de type analytique. Et c'est ce qui est le plus intéressant. Exemple, on pourrait se poser à juste titre aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que dans plusieurs pays d'Afrique, 6, 7, voire 8, qu'un même phénomène s'observe, à savoir la tentative de certains présidents de vouloir contourner les délimitations constitutionnelles, la limitation de 2 mandats constitutionnels. On observe cela aujourd'hui même au Burundi qui vit une crise sur ce fond-là. Pourquoi le problème s'observe aujourd'hui? Pourquoi ça concerne uniquement des pays francophones? C'est d'autant plus intéressant pour un journaliste, pour une couverture, pour mes futurs collègues journalistes qui s'intéressent à l'Afrique, d'autant plus que ça s'est posé dans le passé, au Burkina Faso, en 2005, avec Blaise Compaoré, et plus tard, au mois d'octobre, avec Blaise Compaoré, ce qui a précipité la fin de son régime. Ça s'est passé dans le passé au Sénégal en 2012. Ça se passe aujourd'hui même au Burundi avec Pierre Nkurunziza, et ça se passera surtout dans quelques temps, en 2016 avec Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, ça se passera avec la RDC de Joseph Kabila en 2016, ça se passera également avec Paul Kagame en 2017. Hier même, on avait eu d'une source officielle au Rwanda l'information qu'il y aurait 3 millions de signatures sur une pétition demandant la modification de la Constitution pour permettre à Paul Kagame de briguer un 3e mandat. Donc voilà, c'est des thématiques très intéressantes qui se posent aujourd'hui, qui ne manqueront pas de se poser dans l'avenir prochain et très proche en fait. Donc c'est l'intérêt en fait pour une couverture journalistique. C'est un continent plein d'opportunités sur un plan de vue, d'un point de vue économique, politique, sécuritaire. Donc, mais l'avenir, quand on dit l'Afrique c'est un continent d'avenir, malheureusement l'avenir n'est pas toujours rose. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'affaire de Boko Haram depuis une année, surtout depuis l'affaire du kidnapping de 276 collégiennes nigérianes. Alors Boko Haram est actif dans le nord-est du Nigeria depuis 2002, date de sa fondation par Mohamedou Youssoufou. Et à l'exécution de Mohamedou Youssoufou, il s'est étendu à l'extrême nord du Cameroun. Donc vous voyez un petit peu ce décalage entre l'existence et le danger potentiel qui est constitué par un groupe armé, et puis la date où on prend connaissance de cela. Et puis c'est pour cela, en fait, c'est dans ce même sens que je peux prévoir ici même que dans quelques temps, quelques mois, voire quelques années, il va y avoir un groupe au moins aussi dangereux, au moins aussi meurtrier que Boko Haram, qui est actif aujourd'hui et auquel personne, pratiquement, sinon les quelques avertis, ne fait attention aujourd'hui, qui dépassera Boko Haram en termes de barbarie, comme Daesh dépasse aujourd'hui Al-Qaïda en termes de barbarie, ce qui a fait que quelqu'un ait ce trait d'humour noir en disant regretter aujourd'hui le terrorisme modéré d'Al-Qaïda face au terrorisme extrémiste de Daesh. Bon, c'est à peu près, c'est un peu la même chose avec les ADF-NALU, c'est l'acronyme de Allied Democratic Forces, les forces démocratiques alliées qui sont des rebelles ougandais actifs dans le nord-est de la RDC. Dans quelques temps,
ce groupe fera parler de lui. Il fera parler de lui d'une façon qui dépassera, en fait, comme je le disais, Boko Haram en termes de barbarie, d'autant plus que la jonction est permise géographique entre Boko Haram d'un côté et puis les ADF NALU. Il suffit de faire la jonction, de traverser le nord de la RCA, de la République centrafricaine, qui, tout le monde le sait, n'est pas tout ce qu'il y a de plus sécurisé. D'autant plus que ces ADF NALU, parce que vraiment c'est très complexe, les ADF NALU reçoivent des aides des Shabab somaliens. Donc voilà, c'est un monde en pleine mutation qui est extrêmement complexe, et c'est pour cela justement que c'est une aubaine de couverture. Face à cela, malheureusement, la plupart des traitements médiatiques observés se sont avérés insuffisants. C'est d'ailleurs le reproche qui a été adressé à un nombre de médias occidentaux pour leur perception un peu trop négative du continent africain, tendant souvent à réduire le continent à des divergences d'ethnie ou de religion. Or, tout n'est pas ethnie et religion en Afrique. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut arriver à comprendre. On présente aujourd'hui le conflit en Centrafrique comme un conflit religieux entre musulmans et chrétiens. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ça n'a jamais été le cas. Logiquement, il ne peut y avoir de conflit religieux en Centrafrique dans un pays dont l'empereur, Bokassa, s'est converti à l'époque du christianisme à l'islam, puis de l'islam au christianisme, sans que cela n'émeuve personne. Donc il ne peut pas y avoir de problème religieux en Afrique, en Centrafrique. Il ne peut pas y avoir de conflit fondamentalement religieux en Centrafrique entre Séléka présentés comme musulmans, Anti-Balaka présentés comme chrétiens, à partir du moment où la Séléka contient ou abrite des éléments chrétiens, et à partir du moment où les Anti-Balaka présentés comme chrétiens portent ces colliers, ces bonnets gris-gris, symbole de culture animiste, etc. Comme partout ailleurs en Afrique où il n'y a pas de chrétienté pure, parfois même pas d'islam pur, sans qu'il soit mélangé à quelques traditions ou quelques croyances locales. Donc il y a pas mal de clichés qu'on retrouve dans les couvertures classiques, dans les couvertures des médias occidentaux. Le conflit en RSA, justement en République centrafricaine, en est un excellent exemple. Donc pour clore la parenthèse, en RCA, ce n'est pas du tout un problème religieux, c'est juste un problème politique, parfois nationaliste. C'est quand les chrétiens ou les anti-Balaka attrapaient un musulman, ils ne disaient pas « voici un musulman, allons le tuer », ils disent « voici un Tchadien », parce que justement la plupart des musulmans en Centrafrique sont des Tchadiens ou sont issus de pays limitrophes. Les Centrafricains ont souvent un très fort ressentiment contre les Tchadiens qu'ils accusent d'être derrière tous leurs problèmes. D'ailleurs, le seul président démocratiquement élu en Centrafrique à l'époque, Batassé, a été renversé par son chef d'état-major, François Bozizé, qui a été aidé des forces tchadiennes. Le même François Bozizé, qui a perpétré son coup d'état avec le Tchad, a été renversé par Michel Djotodia avec l'aide du Tchad. Donc vous voyez un petit peu l'imbrication ou ce ressentiment en fait qu'ont, à juste titre ou pas, ce n'est pas là à moi de juger, les Centrafricains à l'endroit du Tchad. C'est souvent d'autres motifs plus profonds qu'il faudrait justement scruter, qu'il faudrait justement interroger, et c'est ça le rôle d'un média africain, d'un média qui s'intéresse à l'Afrique aujourd'hui. Il faudrait par exemple dire que, ou arriver à prouver ou à montrer que finalement la crise elle est basée sur un ressentiment, sur un déséquilibre régional comme on dirait aujourd'hui en Tunisie, un sentiment d'injustice, un ressentiment à l'endroit des musulmans minoritaires, issus d'origine étrangère, qui rassemblent peut-être la plupart de la fortune, pour la plupart c'est des commerçants de diamants, un peu comme le reproche adressé dans les années 30 aux Juifs d'Allemagne. C'est un petit peu ça, toutes choses égales par ailleurs. Donc pas mal de clichés dans la couverture des médias classiques, occidentaux on va dire, qui une tendance à la facilité également, une tendance à la facilité. Ça s'observe pratiquement dans tous les jours, on présente souvent le cas du Burundi, le président Pierre Nkurunziza qui veut briguer un troisième mandat alors que la Constitution l'en empêche, alors que la thèse de Pierre Nkurunziza se tient justement, du moins à un fondement théorique respectable juridiquement, qui peut se tenir. Je ne pense pas que je vais m'y attarder. Donc pas mal de clichés, pas mal de tendances à la facilité, pas mal de cachotterie, pourrait-on dire également.
personne, ou presque, n'entend parler dans les médias aujourd'hui d'un groupe djihadiste chrétien. Cela peut étonner, à première vue, un groupe djihadiste chrétien qui prône non pas l'application de la charia, mais l'application de la Bible, l'application des 10 commandements. Ça s'appelle LRA, l'armée de libération du Seigneur, qui sont des rebelles ougandais de Joseph, du fameux Joseph Kony. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant. Et c'est justement cette conscience de la complexité du terrain africain, de la politique africaine, c'est justement cette conscience de l'insuffisance du traitement médiatique qui a fait que de nouveaux médias viennent s'interroger ou viennent plutôt s'intéresser à l'Afrique. On citera par exemple l'Africa News, je pense, c'est la branche africaine d'Euronews. Il y a l'agence chinoise et puis il y a l'agence dont je fais partie, qui est l'agence turque Anadolu. Alors on donne souvent la parole aux Africains, des journalistes africains. C'est d'autant plus intéressant que, vu la complexité justement des sujets qui sont traités, ils ont tendance à mieux maîtriser que nous les différents enjeux. Et puis, honnêtement, on arrive à retrouver de très bons éléments. Et puis, la presse a un certain poids là-bas. Elle est là-bas, dans plusieurs pays, du moins ceux que je connais. Et elle arrive même à faire peur, d'autant plus qu'actuellement, lors de la crise que traverse le Burundi, l'une des mesures les plus fortes qui ont été prises par Pierre Nkurunziza, c'était justement de fermer la RPA, la République africaine, l'une des principales, sinon le principal média indépendant au Burundi. Donc je déclore je vais finir maintenant mon intervention très rapidement sur l'intérêt de couvrir l'Afrique justement pour la Tunisie. Alors on parle tous d'un continent plein d'opportunités. Or les opportunités, on ne peut les relever qu'en ayant une perception de cet objet-là, mais de notre propre point de vue. C'est-à-dire on ne peut pas concevoir le continent africain comme un continent plein d'opportunités, un continent d'avenir, si on est en train d'adopter une perception héritée des médias occidentaux. Donc c'est pour cela qu'il faut intégrer ou s'approprier quelque part le continent africain, se le réapproprier quelque part, avoir notre propre perception du continent africain pour qu'on puisse ensuite justement prétendre ou identifier. C'est le processus de décision. Toujours, on commence par identifier, par évaluer, et puis on prend une décision. Donc il faudrait commencer déjà par découvrir. Découverte, évaluation, décision. Processus de décision américain, je pense. Donc il faudrait déjà commencer par faire cela. Pour cela, il y a des instruments classiques, on ne va pas les inventer. C'est l'instrument diplomatique, puis l'instrument médiatique, l'objet justement de notre rencontre aujourd'hui. Donc c'est d'autant plus important également que le continent africain, aussi bien le Maghreb que l'Afrique subsaharienne, constitue le prolongement de notre prolongement sécuritaire, je vais dire, stratégique pour la Tunisie. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on doit s'en rapprocher, parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'on est en train de souffrir doublement. On n'est pas en train de couvrir le continent africain, on ne le connaît pas. Et puis également, le continent africain, de l'autre côté, Laurent Lascenseur ne nous connaît pas suffisamment. Il ne nous couvre pas suffisamment. Il s'agit là, donc, je l'espère, avec cette heureuse initiative d'Africa News, d'un pas... pardon ? Ah, Africa Avenir, pardon, pas Africa News, mais bon, vous aurez à traiter de news, je suppose. Donc, il s'agira, j'espère, d'un pas dans ce sens-là, qui encouragerait de l'autre côté nos frères et sœurs africains et africaines à s'intéresser à nous. Merci.